Bonjour à tous, je suis Ludovic Dupin, directeur de l'information de l'ASFEN et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ce 5e épisode de notre série EPR2 Sommes-nous prêts? Alors cette série de webinaires est réservée aux adhérents de l'ASFEN, mais exceptionnellement nous l'avons ouvert à quelques économistes et quelques think tanks. Alors lorsqu'on a lancé cette série de webinaires début janvier, on espérait une très bonne nouvelle sur le renouvellement du parc nucléaire français et elle est arrivée le 11 février dernier. Emmanuel Macron à Belfort a annoncé la commande de 6 EPR2 à EDF avec une option pour 8 tranches supplémentaires. Et vous le savez, si vous avez suivi tous nos épisodes précédents, cela ne fait qu'annoncer beaucoup de travail avant même de couler le premier béton. Débat public, enquête environnementale, permis de construire, choix des sites, etc. Et l'un des points majeurs va être de définir les conditions de financement de construction de ces deux EPR2. C'est des conditions qui vont influer massivement le coût de la production d'électricité et au final la compétitivité de ces réacteurs. Alors ça fait des mois que la SFEN se penche sur ce sujet et en particulier sa section technique 8, celle sur l'économie et la stratégie énergétique. Et nous avons publié une étude le 11 février dernier que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site dans la rubrique Nos travaux. C'est cette étude que nous allons vous présenter aujourd'hui avec Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN, et Ilia Sanine, qui est le responsable des études. Et comme d'habitude, dans un souci de discussion, de débat, nous donnerons la parole à Nicolas Goldberg, qui est expert énergie chez Columbus Consulting, qui apportera un regard extérieur sur ce travail et peut-être orientera nos débats. Et aussi, nous aurons le plaisir d'écouter Michel Berthélémy, expert énergie à l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, qui est aussi notre président de section technique 8. Et enfin, et même surtout, nous prendrons vos questions. Alors, si vous regardez l'interface Teams, vous voyez en haut à droite un S noir sur fond blanc. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre une interface pour poser vos questions et même pour voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Sans plus attendre, Valérie et Elias, je vous laisse la parole pour nous présenter notre étude sur les conditions de financement pour trouver un nouveau parc nucléaire compétitif. Merci beaucoup Ludovic. Donc en effet, je vais présenter un travail collectif qui a été fait par la section 8 et je voudrais juste aussi remercier quelqu'un qui était avec nous il y a 18 mois, qui était Solène Métayer, qui était stagiaire chez nous et qui a donc commencé ce travail sur lequel nous avons donc bâti cet avis. Donc c'est un avis qui arrive à point nommé parce que donc le président a annoncé en effet un programme nucléaire la semaine dernière. On attend toujours la publication du résultat de l'instruction qui était prévue à la PPE, mais on sait déjà, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont filtré sur les résultats de l'instruction, comme le coût du programme, que la question du financement n'a pas encore été, l'instruction de la question du financement n'est pas instruite. Donc la volonté qu'on a avec la publication de cet avis, c'est de pouvoir aussi vulgariser ce sujet qui est compliqué et aussi de montrer quelles sont les différentes solutions qui existent pour financer un programme de cette taille. Alors, pourquoi le financement, c'est important? Donc, je voudrais donc remettre ça dans le contexte de la présentation des scénarios RTE. On avait eu le plaisir d'accueillir le président de RTE début janvier pour nous les présenter. Vous vous rappelez, 6 scénarios, 3 sans renouvellement du parc nucléaire, 3 avec renouvellement du parc nucléaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, ce qui a été annoncé par le président la semaine dernière, c'est le scénario N2. Donc, c'est un scénario avec donc, 14 EPR construits avant 2050. Et on avait vu à cette époque que la différence entre le scénario N2, donc de 14 EPR construits avant 2050, et le scénario M23, qui était le scénario Grand Parc renouvelable, était de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Donc, c'était un scénario beaucoup plus intéressant financièrement, le scénario N2. Pourtant, dans les analyses de sensibilité qui avaient été faites par RTE, il y avait eu des analyses de sensibilité sur le coût du capital. Donc, si vous vous en rappelez bien, dans l'étude, ils prennent un coût du capital identique sur toutes les technologies, qui était de 4%. Et dans sa réponse à la concertation RTE, c'était une demande qu'avait fait la SFEN, pour la simple raison, c'est que ce coût du capital dépend du soutien de l'État et des dispositifs que l'État peut apporter pour soutenir les différentes technologies, qu'on ne peut pas aujourd'hui savoir quels seront les dispositifs de soutien que l'État apportera au nucléaire. On sait déjà que l'État apporte des dispositifs de soutien aux renouvelables. Voilà, donc pour avoir une vue technologie neutre, RTE a pris 4% comme coût du capital pour toute technologie. Néanmoins, il a fait une analyse de sensibilité avec des coûts du capital à 1%,
et des coûts du capital à 7%. Et vous voyez, donc c'est en rouge en bas de la figure que je vous montre, que plus le coût du capital est élevé pour le nucléaire, donc on tend vers les 7%, plus justement la différence de 10 milliards entre le scénario M23 et le scénario N2 s'amenuise jusqu'à devenir quasiment nul si en plus le coût des technologies renouvelables est faible. Donc, c'est un point extrêmement important pour nous. Et l'autre chose que ça nous apprend, c'est qu'avoir un coût du capital faible, c'est-à-dire viser comme objectif dans le nouveau dispositif gouvernemental un coût du capital de 4%, ça permet bien sûr de réduire le coût du programme nucléaire, le coût total du programme nucléaire, mais surtout ça permet de réduire le coût total du système électrique pour la France, puisque c'est là où on atteint justement cette différence de coût maximale de 10 milliards d'euros. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi du point de vue d'un investisseur aujourd'hui, qu'est-ce qui est spécifique à financer dans un programme nucléaire. Ensuite, on a fait, et ça c'est ce qu'Ilias vous présentera, des études de cas. On a regardé plusieurs cas qui sont arrivés en Europe récemment de grands programmes nucléaires et comment ils ont été financés. Et puis du coup, on fait un peu une recommandation sous forme de boîte à outils. Alors, là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Ça, c'est plus pour les gens qui ne connaissent pas bien le nucléaire. Mais un projet nucléaire, il est vraiment spécifique vu d'un investisseur. Si on prend le cas d'un fonds de pension qui cherche à investir aujourd'hui son argent et qui est soumis à des règles prudentielles assez fortes, disons qu'il y a 3 grandes particularités d'un projet nucléaire qui fait qu'il est difficile à financer. Alors, la première grande raison, c'est qu'il ait une très forte intensité capitalistique. Alors, vous me direz, c'est le cas aussi des renouvelables. Mais on l'a vu, j'ai un peu sauté là-dessus, mais dans le feedback qu'a donné France Énergie Éolienne à la consultation RTE sur quel est le coût du capital aujourd'hui pour l'éolien, il est aux alentours de 3%. Pourquoi? C'est parce que l'éolien, en fait, aujourd'hui, les renouvelables sont protégés en grande partie du risque marché par les dispositifs qui existent actuellement pour financer les renouvelables. Donc à gauche, ce que vous avez, c'est en effet les chiffres dont j'en dispose pour montrer l'intensité capitalistique du nucléaire, en particulier par rapport au charbon et au gaz naturel. Donc, vous voyez qu'avec un taux d'actualisation à 5%, on est à peu près à 50% du coût de production du nucléaire qui vient de l'investissement initial et ça monte à 70% quand on est à 7%. Donc, en effet, ce qui compte, c'est de pouvoir avoir des revenus une fois que la centrale est construite pour pouvoir rémunérer le capital investi initialement. Et pour ça, il y a 2 risques. Le risque, le facteur de charge, donc le renouvelable a un coût marginal très faible qui se place en général sur le marché de l'électricité. Avec la part de plus en plus importante des renouvelables variables dans le mix électrique, il va y avoir des moments où le prix de marché va descendre. Alors actuellement, on est sur des prix de marché extrêmement hauts. Alors où évidemment le facteur de charge du nucléaire quand il est disponible est extrêmement haut, mais on l'a vu dans le cas par exemple pendant la pandémie où la consommation avait baissé, on est dans une période de consommation faible, le nucléaire a beaucoup modulé, donc son facteur de charge était plus bas et on a vu des prix très bas hein, puisqu'on est descendu à 20 euros du mégawattheure. Donc ça c'est des risques marchés que subit aujourd'hui le nucléaire, auxquels il est soumis et qui sont en effet présentent une incertitude sur les revenus futurs du nucléaire pour un investisseur. Alors le deuxième enjeu, c'est que c'est un grand projet, puisqu'on voit si on imagine que le coût du programme donc de 10 gigawatts soit autour de 45 milliards, 50 milliards, même 55 milliards, on est là dans un, si le risque est pris pas sur le bilan de l'énergéticien, on voit que pratiquement aucun énergéticien en Europe aujourd'hui a même de porter un tel projet sur son bilan. J'espère que vous voyez bien, je pense que c'est un peu plus facile à lire sur le document. On est actuellement au niveau d'EDF à une capitalisation à 27 milliards, j'ai vérifié ce matin, c'est toujours le cas. Donc vous voyez que ça représente des grosses sommes. Un tel projet, quand on cherche un petit peu quel a été récemment un projet de cette taille qui a été financé en France, en fait on tombe sur le Grand Paris, le métro du Grand Paris, avec la construction de plusieurs lignes de métro, 4 nouvelles lignes de métro, où on est sur 36 milliards.
Donc, ça va être un programme plus grand que celui du Grand Paris. Et pour rappel, le Grand Paris, il a été financé par une part de recettes fiscales, une part d'emprunt auprès d'investisseurs publics et une part de levée de fonds sur les marchés financiers avec des fonds labellisés verts. Troisième grand enjeu, c'est évidemment la durée d'un programme nucléaire qui fait que pendant 15 ans, l'investisseur normalement ne touche pas de revenus, avec une mise de fonds importante dès le développement, donc la petite bulle turquoise en bas à gauche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un cas qui vient de tomber, c'est celui du Royaume-Uni, où l'État a décidé d'aider EDF Énergie à financer cette partie-là avec 100 millions de livres. Pardon. On voit aussi donc un grand pic d'investissement qui est vraiment le moment de la construction. Au démarrage de la construction, et ça on l'a appris dans un webinaire précédent, on a 1500 personnes sur site. Et au pic de la construction, on a 7000 personnes sur le chantier. Donc voilà, un investissement extrêmement important. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que la construction est terminée, le revenu, les coûts sont tout à fait prédictibles. Hein. On a mis quelques petites bulles roses qui correspondent à certaines décennales importantes où il faut réinvestir sur l'unité. Mais donc, c'est un profil très particulier avec un risque politique. Donc, bon, on a vu un cas extrême qui était la centrale autrichienne qui avait été arrêtée dès qu'elle était finie dans les années 70. Donc, bon, on n'est pas sur un cas extrême comme ça, mais c'est extrêmement important. François Mitterrand avait construit, il a mis en ligne 43 unités. C'est très important d'arriver à un consensus politique parce que le programme va durer 25 ans. Il ne faut pas qu'il y ait des arrêts, des reprises, etc., où ça va augmenter le coût du programme et le risque perçu par les investisseurs. Et enfin, le risque construction dont on a beaucoup parlé avec les retards qu'on avait eu sur Flamanville, sur lequel on pense qu'on peut évidemment se prémunir grâce au levier d'un programme industriel et d'une construction de série, mais qui reste quand même relativement présent et une préoccupation par les investisseurs. Je vais passer la parole à Elias pour qu'on garde les différents cas. Merci Valérie. Donc en effet, moi je vais vous présenter les différents schémas de financement qui ont été développés en Europe, passé, présent et futur. Futur étant à comprendre comme n'ayant pas été approuvé à date par la Commission européenne. Donc on va commencer par le cas de la France avec deux modèles. Valérie, slide suivante. Je suis coincée, excuse-moi. Pas de souci. Donc le cas de la France avec... Tu me dis si tu le vois parce que... on est encore dans la slide 2. Je peux peut-être prendre le contrôle. En tout cas, bon, un point historique sur le parc, donc la France, voilà, merci Valérie. Donc, deux modèles opposés de financement du parc historique à Flamanville 3. On va commencer par le parc historique. Le contexte de l'époque, c'est qu'EDF est un quasi-monopole, quasi puisqu'il y a compagnie régionale du Rhône, des entreprises par-ci par-là qui s'occupent de la production, de la distribution. EDF est une entreprise intégrée verticalement, c'est-à-dire qu'elle elle occupe des activités sur toute la chaîne de valeur du secteur électrique, de la production jusqu'à la distribution, en passant par le transport et la distribution. Et par ailleurs, on a un consensus politique assez fort de la droite à la gauche, puisque sur les 58 réacteurs construits entre 1970 et 2000, donc le programme initié par un président de droite, Pompidou, suite au choc pétrolier, eh bien 43 ont été construits sous la présidence de Mitterrand. Donc, plus spécifiquement sur le financement, on distingue deux phases. Une première qu'on qualifiera d'autofinancement ou de quasi-autofinancement, puisque l'État va prendre part qu'à hauteur en moyenne de 10% sur les 7,5 milliards de francs qui ont été établis par avenants successifs sur ces investissements préalables à 1980. Et par ailleurs, le désengagement progressif de l'État est total en 1973, ce qui va pour EDF représenter un manque d'une certaine somme dont elle va devoir, l'entreprise, se financer sur les marchés financiers. Puis après, à partir de 1980, on a une phase de financement. Donc EDF, alors
entreprise étatique est autorisée par le gouvernement à émettre de la dette, précisément à emprunter 40 milliards de francs donc, sur les marchés financiers. Mais le contexte est particulièrement avantageux et donc les taux sont particulièrement avantageux. Premièrement, parce que le risque de marché est très faible. EDF, on l'a dit, est un quasi-monopole et par ailleurs intégré verticalement. Et puis, EDF était en très bonne santé financière, donc noté AAA par les agences de notation, ce qui lui a même permis d'émettre cette dette sans garantie de l'État. La conclusion de ces 2 points, donc première phase d'autofinancement et phase de financement par emprunt, c'est que finalement EDF, le financement de ce programme nucléaire a été fait non pas par le contribuable, mais par le consommateur. Même si, disons que statistiquement, à l'époque, puisqu'on parle d'un quasi-monopole, ces 2 entités, contribuables et consommateurs, s'identifient l'une à l'autre. Et il y a une citation de SIA Partners qui a produit une note sur le financement du parc qui est tout à fait lumineuse à ce sujet. C'est que les prix de l'électricité étaient déterminés par le coût de développement d'un ensemble de centrales, donc par autofinancement avant 1980, puis par emprunt à partir de 1980. Et puis, c'est les consommateurs qui, in fine, supportaient les risques tout en bénéficiant de tarifs avantageux construits justement autour du coût porté initialement par EDF. Un point intéressant aussi, c'est que le développement de ce parc historique a profité de participation européenne, c'est-à-dire qu'il y avait des industriels qui mettaient au pot commun, si je puis dire, dans le développement de projets nucléaires, et notamment des collaborations franco-allemandes, ce qu'il faut souligner. Et donc l'idée, c'est qu'au prorata de leur participation financière, donc de prise de risque, eh bien, ils obtiennent un droit de tirage de la production électrique de ces centrales. Et donc, ce dispositif-là concernait 10 tranches nucléaires. Le point central de ce modèle de financement, c'est qu'il n'est pas reproductible aujourd'hui. D'une part, parce que le marché dans les années 1990 et 2000 a été ouvert à la concurrence. Donc, on est dans un marché libéralisé. Et que par ailleurs, la santé financière d'EDF, notée BBB+, par les agences de notation, ne lui permet pas d'emprunter autant sur les marchés. Alors maintenant, on va passer au modèle de Flamanville 3, donc qui, disons-le d'emblée, si le parc historique constitue un modèle de financement, sinon optimal, relativement avantageux, Flamanville 3, au contraire, peut être qualifié comme cadre de financement le pire, très clairement. Donc le contexte, Valérie, la slide suivante, s'il te plaît. Tu n'es pas sur Flamanville, là? Non, je ne le vois pas en tout cas. Parce que moi, c'est ce que j'ai à mon écran. Donc, vas-y, continue, je recommence. Alors, sur Flamanville, donc le contexte, dans les années 1990-2000, donc on est dans un marché libéralisé. Et eu égard au risque que Valérie a présenté tout à l'heure, précédemment, je l'ai dit, on est dans le cas le pire. Donc, premièrement, on a un risque de construction qui est assez fort puisque on n'a pas construit depuis un certain temps et que donc il va falloir remettre en route la chaîne industrielle de la filière nucléaire et que par ailleurs, on se trouve sur un modèle de tête de série, donc un nouveau concept de réacteur qui n'a jamais été construit. Deuxièmement, il y a un risque politique assez fort puisque le consensus politique n'y est pas du tout, on n'est pas sur la même continuité stratégique qui a pu avoir lieu historiquement, et que on a une espèce une phénoménologie de stop and go avec un développement du concept franco-allemand entre 93 et 97, puis une mise en sourdine à partir de 97, puis au changement de la majorité en 2002, eh bien, les acteurs voyant là une fenêtre potentielle voyant là une fenêtre qui va potentiellement se clore aux prochaines élections, se précipite et engage le projet. Jusque-là, à partir de ce moment-là, le projet n'a pas été remis en cause. Mais voilà, donc on n'est pas du tout dans les mêmes conditions politiques. Et enfin, le risque marché. Donc, il y a un risque marché a priori, même si la libéralisation permet, on aura l'occasion d'y revenir, tout un tas de choses, notamment sur court et moyen terme. Eh bien, ce risque de marché, il se traduit pour l'investisseur par un coût du capital. Alors, je vois plus du tout. Par un coût du capital élevé,
ce qui se traduit par suite par un coût de production élevé. Et du coup, si le coût de production est élevé, bah, à la fin des fins, il faut bien que le prix de marché soit suffisamment haut pour que l'exploitant investisseur puisse se rémunérer. Et donc, du coup, bah, en fait, le risque de marché appelle à un risque de marché encore plus violent. C'est pour ça que je parle de cercle vicieux. Violent était un peu trop chargé, désolé. Et donc, in fine, à la fin des fins, pardon, on a un coût de production donc, assez élevé. Maintenant, vous connaissez à peu près tous le chiffre, je pense, entre 110 et 120 euros du mégawattheure pour l'EPR. Donc ça, c'est un chiffre tiré de la Cour des comptes, son rapport sur la filière EPR. La conclusion de tout ça, et c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est qu'EDF ne pourra plus s'engager sur l'investissement de réacteurs sans garantie de revenus. Voilà. Donc maintenant, on va passer à d'autres modèles en Europe de l'Est. Donc, à commencer par PAX2. PAX2, c'est un projet qui a lieu en Hongrie de 2 réacteurs VVER, donc une technologie russe de 2 fois 1,2 gigawatts. C'est un projet donc, qui a été attribué à Rosatom pour un montant total de 12,5 milliards d'euros. Et ce projet-là, bah, finalement, c'est une entreprise créée par l'État spécialement pour l'occasion, qui va bénéficier détenue à 100% par l'État et qui va bénéficier directement du financement de l'État. Cet État hongrois, comment il se finance? Par un prêt étatique de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc, qui dit prêt étatique dit prêt à des taux souverains, donc à des taux très très préférentiels. Voilà. Et le point important aussi, c'est que cette électricité va être vendue sur les marchés. Et donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si le financement a été, je le mets sur la case de la figure de droite, approuvé par la Commission européenne, il a été assorti de certaines conditions, et notamment celles relatives à l'investissement dans de nouvelles capacités liées à la rente précisément de l'électricité produite et vendue sur les marchés. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que le financement direct par l'État, il permet de réduire significativement le coût du capital, ici de l'ordre de 3%, ce qui correspond, bon an mal an, à un coût de production de l'ordre de 55 euros du mégawattheure. Le projet Dukovany 5, qui lui est encore en négociation avec la Commission européenne, il correspond à un réacteur de 1200 MW en République tchèque, et donc il comporte 2 modules. Le premier, c'est un prêt du gouvernement tchèque, qui va couvrir environ 70% du coût total estimé à 6,5 milliards. Et puis, puisque c'est un prêt du gouvernement tchèque, bon, bah, nécessairement, il sera encore une fois à des taux très très attractifs. Les 30% restants à la charge de l'entreprise étatique. Donc, oui, j'ai oublié de le préciser, mais on est en Europe de l'Est et les entreprises sont encore très très... l'État a encore beaucoup de capitaux dans ces entreprises et elles sont encore intégrées verticalement. Enfin, encore. Et je reviens à mon projet de Dukovany 5 en République tchèque. Premier module, un prêt gouvernemental. Deuxième module, un prix de vente garanti. Donc, c'est la partie qui est notamment en négociation avec la Commission européenne. Donc, un prix de vente garanti entre 48 et 70 euros du mégawattheure qui va permettre d'avoir une visibilité sur un très long terme pour l'investisseur sur la vente de l'électricité et lui garantir, entre guillemets, même si l'un et l'autre ne sont pas totalement corrélés, un revenu pérenne sur le temps. On l'a dit, un projet nucléaire, c'est quelque chose qui suppose d'avoir une visibilité sur le temps long. Ensuite, donc, je l'ai mis entre parenthèses, il me semble, mais le prix de vente garanti, ça correspond très précisément au modèle de financement CFD. CFD qui veut dire en anglais Contract for Difference, donc contrat aux différences en français. Et c'est précisément ce modèle de financement qui a été mis en place pour la centrale d'Hinkley Point C au Royaume-Uni, qui correspond à l'extension de 2 EPR de la centrale déjà existante d'Hinkley Point. Et s'inscrit en fait, donc ce modèle de financement CFD s'inscrit en fait dans un contexte plus large de la réforme du marché de l'électricité qui a voulu mettre en place le CFD pour l'investissement dans les technologies bas carbone. Le nucléaire étant bas carbone, il est qualifié de facto, mais par contre, il a fait l'objet de négociations spécifiques avec la Commission européenne. Donc sur la figure de droite, vous pouvez voir un schéma de ce modèle-là. Alors, bon, très classiquement, on a une structure projet qui va vendre son électricité sur les marchés, mais tout le point de ce CFD, c'est que une contrepartie, en l'occurrence étatique, va garantir un prix d'achat, c'est-à-dire que soit le prix de marché est inférieur
à la garantie de prix d'achat fixée au moment, disons, du développement du projet. Et alors, la contrepartie s'occupe de verser le différentiel à l'investisseur, soit le prix de marché est supérieur à la garantie de prix d'achat, et dans ce cas, l'investisseur qui va percevoir un trop-plein remboursera la contrepartie. Donc, grosso modo, le prix de vente est constant, en fait, et sur un temps très long. Ça permet de couvrir le risque marché. Donc, risque marché, on l'a dit, qui est relatif à la relative, je dirais, volatilité des marchés, au moins sur le temps long. Mais par contre, le risque de construction, il est laissé à l'industriel. Et du coup, si le risque de construction il est laissé à l'industriel, à la fin des fins, on a toujours un coût du capital qui est élevé, de l'ordre de 9%. Et ça se retranscrit dans la garantie de prix d'achat, qui, dans le langage technique, s'appelle le strike price. Et du coup, ce strike price va être élevé. Et du coup, le consommateur, il va payer une facture, puisque c'est le consommateur qui, à la fin des fins, va payer la facture, une facture qui sera élevée. Et ça, ça a été très bien compris par la Cour des comptes britannique. Je cite, « Les consommateurs pourraient finir par payer plus pour l'électricité d'Hinkley Point C que si le gouvernement avait partagé ces risques. La conclusion de cela, c'est que si le risque de marché est couvert, ou alors plus diffus, disons, entre les acteurs, le risque de construction est laissé à l'investisseur et donc le partage de risque n'est pas optimal. » Ce à quoi, en fait, Sizewell C et le nouveau modèle de financement RAB, Regulated Asset Base, répond. Valérie, slide suivant, s'il te plaît. Donc, le contexte, c'est que le CFD, contrat aux différences, il induit un risque de construction assez élevé, ce qui se traduit soit par une facture pour le consommateur élevée, soit carrément par des projets annulés, donc avec deux industriels, Hitachi et Toshiba, qui se sont retirés de projets au Royaume-Uni, précisément. Donc, le RAB, on pourrait le qualifier d'un CFD, donc contrat aux différences, assorti de deux garanties. Premièrement, une garantie financière pour dépassement. Donc sur le schéma de droite, le dépassement, c'est tout ce qui se situe au-dessus de baseline, avec un partage qui va, un dépassement qui va pour partie au consommateur, c'est la partie goes on RAB. Une partie qui va pour l'investisseur, c'est la partie du pourcentage exclu. Et puis une autre partie, au-delà d'un certain plafond, qui va à l'État, donc à la collectivité. La deuxième garantie, c'est une garantie de revenus pendant la construction, donc qui est couverte par le consommateur et qui du coup va permettre de payer beaucoup moins de frais financiers, ces frais financiers intercalaires qui correspondent à des frais que l'investisseur doit s'acquitter alors même qu'il ne produit pas. Donc, alors même qu'il ne produit pas, il doit payer des frais. Le coût du capital explose. Là, en l'occurrence, on a une garantie de revenus, ce qui permet de maîtriser le coût du capital, le risque et donc par suite le coût du capital. Voilà, donc je récapitule ça dans le deuxième bullet point. Pourquoi ce modèle RAB est beaucoup plus efficace? C'est parce que le risque de construction il est partagé entre les acteurs. Deux points. En deçà d'un certain plafond, donc c'est le funding cap en bleu foncé, en bleu relativement moyennement foncé ici. Donc un partage entre les consommateurs et les investisseurs. Et au-delà du plafond, une prise en charge par l'État. Le coût du capital, on se souvient dans le modèle CFD, il est de l'ordre de 9%. Ici, il est réduit de moitié, tout simplement, entre 4,5 et 5,5%, donc de l'ordre de 40, ce qui représente un coût de production de l'ordre de 40 à 60 pounds du mégawattheure. Ce modèle, le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, ce modèle n'a pas à être approuvé par la Commission. Le dernier modèle de financement qui correspond à un modèle, au modèle Mancala, qui a permis le financement d'Olkiluoto Auto 3. Je commence par une petite citation peut-être un peu chauvine qui dit que la Finlande est peut-être le pays le plus coopératif du monde. En effet, donc, le modèle Mancala, grosso modo, je vais faire un petit peu de contexte. Le modèle Mancala, d'abord, il est quasi hégémonique en Finlande, puisqu'il représente 2/5 de l'électricité produite totale et 2/3 de l'électricité d'origine nucléaire. Et donc,
sur la figure de droite, vous pouvez voir un peu le fonctionnement de ce modèle-là. Donc, grosso modo, on a un consortium d'électro-intensifs, qu'ils soient industriels, énergéticiens ou collectivités, pour qui l'électricité, le prix de l'électricité est très très important, que ce soit dans leur business plan ou que ce soit même dans leur viabilité, disons, économique. Et donc, ces gens-là, ils vont se mettre ensemble et fonder une coopérative, donc, que je nomme ici structure projet. Et c'est cette structure projet qui légalement va entreprendre le financement de la centrale nucléaire, donc soit par emprunt, soit par capitaux propres apportés par les actionnaires étant précisément les électro-intensifs, industriels, énergéticiens ou collectivités. Et donc, on parle d'une coopérative. Et c'est ça le point fondamental, c'est que puisque c'est une coopérative, elle ne doit pas dégager de profit. Et donc, elle va vendre l'électricité produite par la centrale qu'elle a financée à prix coûtant à ses actionnaires qui vont pouvoir l'utiliser pour leurs besoins propres et ou la valoriser sur les marchés de l'électricité. Bah là, ça permet de maîtriser de manière vraiment drastique le risque, puisque bon, bah, le risque il est plus diffus, pardon, on parle d'un consortium. Et par ailleurs, l'investisseur, c'est le consommateur. Donc il a tout intérêt à maîtriser le coût de production. Et on l'a dit, il y a une corrélation très forte entre coût de production et coût du capital. Donc le projet EPR de Kyoto 3 a été financé selon ce principe, avec 75% de dettes émises par TVO. TVO, c'est le nom de la coopérative, de la structure projet, et 25% de capitaux propres apportés par les actionnaires. En l'occurrence, le consortium d'électro-intensifs, ici, ce sont des papetiers. Pardon. Bon, bah, effectivement, bon, on le sait tous, maintenant, il y a eu des dépassements de coûts, et ces dépassements ont été portés par le consortium d'industriels. Alors, là, c'est industriel, je dirais, constructeur, à savoir Areva Siemens, et pour partie par TVO. Malgré ces dépassements dont on sait tous qu'ils ont été assez... malgré ces dérapages financiers du projet, le coût du capital a pu être vraiment maîtrisé, puisque là, on voit qu'il est estimé à 5% dans une étude d'académiques finlandais. Voilà, merci. Donc, merci beaucoup, Ilias. Donc, pour résumer et donner la parole à Nicolas, donc on a vu dans l'ensemble de ces cas, donc cette règle qui est bien résumée sur ce graphique, qui est en abscisse le coût du capital et en ordonnée le coût de production de l'électricité, que le coût de production de l'électricité est extrêmement sensible au coût du capital. Donc on voit qu'il y a différents modèles. Le modèle évidemment des taux souverains avec des taux très bas qui permettent d'avoir un coût de l'électricité très faible. On voit qu'on a pu avoir à la fois dans le cas de la France sur le nucléaire historique, mais qu'on peut voir aujourd'hui dans les pays de l'Est comme en Hongrie ou en République tchèque. Et puis, on pourrait mettre en gros le modèle RAB que vient de présenter Ilias au niveau des infrastructures régulées. Donc là, on est aux alentours en effet de 5%, ainsi que pour le modèle Mancala. Et puis, on voit qu'on se retrouve avec Hinkley Point plutôt aux alentours de 9%, donc avec un prix de l'électricité aux alentours de 100 €. Et puis, au-delà, évidemment, qui serait certainement les taux qu'on aurait aujourd'hui si on devait financer un projet qu'on a présenté comme le cas le plus compliqué à financer, qui est celui de Flamanville 3. Donc, on a finalement listé un certain nombre de leviers que pourrait utiliser l'État français pour financer ce programme, et on les met en 3 catégories. Donc les leviers d'ordre politique, c'est évidemment de permettre d'assurer cette continuité sur le temps long et d'établir un consensus politique autour de ce programme, de pérenniser la place du nucléaire dans la taxonomie européenne. Donc, vous le savez, le nucléaire est dans la taxonomie européenne si on prend les critères scientifiques, ce qui est censé être les critères de la taxonomie, mais c'est devenu un débat politique, et une des conséquences, c'est qu'on est actuellement classé en énergie de transition. Donc on a une certaine instabilité sur les critères qui nous sont appliqués, techniques. On va avoir besoin d'une stabilité technique très forte pour pouvoir justement avoir des effets séries de maximum sur les 3 paires. Les leviers régulatoires, donc on a vu le contrat de différence, on a vu les participations d'industriels et d'énergéticiens. Et on sait dans des études, en particulier Compass Lexecon, qu'aujourd'hui, la grande majorité, voire l'extrême majorité des investissements qui sont faits en Europe sont toujours faits dans un cadre de revenus garantis ou de PPA. Et enfin, l'intervention de l'État. L'État en tant qu'investisseur actionnaire de la société de projet. On peut avoir l'État qui prête de l'argent à taux zéro, comme on le voit dans le cas tchèque, mais dans ces cas-là,
on se dit que peut-être que EDF ne peut pas porter cette dette même à taux zéro aujourd'hui, où on voit l'État partager le risque de construction comme on le voit dans le modèle RAB. Voilà. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est très peu de choses. On a entendu le président la semaine dernière dire que l'État serait présent pour il a parlé de dizaines de milliards d'euros. Voilà, donc, mais en effet, tout ce schéma de financement reste à définir. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je repasse la parole à Ludovic. Merci Valérie, merci Ilias. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en appuyant sur le petit S en haut à droite. Et déjà, il y en a déjà quelques-unes, vous pouvez voter pour les questions qui ont déjà été posées. Alors, Nicolas, on va vous donner la parole. Donc, Nicolas, vous êtes de Columbus Consulting et expert en énergie. Alors, on voit qu'il y a une multitude de modèles possibles et des taux de financement qui vont de 3% dans le cadre du Covani à 9% ou plus dans les cas les moins favorables. Alors, qu'est-ce que vous inspire? On voit qu'il y a des possibilités de maîtriser le coût du financement, du coup. Que vous inspire cette étude et est-ce qu'on va y arriver en France? Vous avez votre micro coupé, Nicolas. Merci Ludovic. Déjà, je voudrais remercier la SFEN pour cette analyse qui est quand même assez complète et assez factuelle, et pour la lecture des scénarios de RTE qu'a fait Valérie en début de conférence, parce qu'effectivement, moi, ce que ça m'inspire, tout ça, c'est que on n'aurait pas cette discussion si, en fait, ce qui n'était pas structurant dans le nucléaire, c'était le coût du capital. Donc Valérie, en début de conférence, vous avez signalé que dans les variantes de RTE, il y avait des variantes où on finançait le nucléaire à un coût moyen du pondéré du capital de 7%, et que du coup, c'est ça qui faisait dérailler financièrement le scénario. Il y a une autre variante qui est intéressante à évoquer, c'est que RTE a regardé si tous les EPR2 étaient construits au coût de Flamanville. Donc, un coût de tête de série avec toutes les difficultés qu'on connaît. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si tous les prochains EPR2, on les finance correctement, mais qu'ils ont un coût de construction égal à Flamanville, eh ben, les scénarios avec du nucléaire ont toujours un avantage économique. Ça veut dire que ce qui est structurant au premier ordre, c'est pas comment est-ce qu'on fait du nucléaire moins cher que la tête de série, mais comment on le finance. Et du coup, moi, j'ai toujours regardé ça d'un œil très intéressé, parce que je me suis dit, le financement, on le maîtrise. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si vous décidez d'un financement d'État, vous ne pourrez pas vous apercevoir à la fin du chantier qu'en fait, l'État n'a pas versé l'argent. Donc, alors qu'on pourra constater des dérives au fur et à mesure, c'est plus incertain. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus important de mettre un financement cohérent pour relancer le nucléaire que de maîtriser les coûts de construction. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude de RTE. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment s'intéresser au coût du financement du nucléaire et que c'est un vrai sujet. Et effectivement, l'exemple de Hinkley Point est très intéressant parce que, selon moi, Hinkley Point, c'est un projet mal financé. C'est un projet mal financé parce qu'à la fin, on sort avec un tarif de rachat à 92,5 pounds du mégawattheure sur 35 ans. Donc après, je sais qui sont vos adhérents, ils vont dire oui, mais il y a le service garanti, c'est de la production continue. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Seulement, quand vous affichez ça et que derrière, il y a des prix garantis des renouvelables qui sont moins chers, quand bien même le service ne serait vraiment pas le même, ça joue sur l'acceptabilité. D'où, et donc le rapport de la NAO que vous avez cité, la National Audit Office, disait c'est quand même dommage de ne pas avoir partagé le risque, parce que vous pouviez facilement sortir à 60 pounds du mégawattheure. Et bon, là, à 60 pounds du mégawattheure, effectivement, on a moins à le justifier. Enfin, 60 pounds du mégawattheure, quand on regarde les autres moyens de production, quels qu'ils soient, c'est compétitif. Ça, c'est la première chose. De toute manière, on sent que personne ne va reproduire ce modèle-là en Europe. Le modèle HPC, il est... Le modèle HPC est compliqué à dupliquer. Même EDF a dit que ce serait compliqué pour eux. Le financement et le montage du financement de HPC, ça a été compliqué pour EDF, ça a été compliqué pour les partenaires qui, à un moment, devaient s'impliquer à un certain niveau, puis ensuite qui ont fait moins. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à autre chose. Et vous parliez de régulation européenne. Je rappelle aussi que
le modèle de financement d'HPC à une époque où le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, donc il n'y a pas si longtemps que ça, a été attaqué par l'Autriche, en vain d'ailleurs, hein, puisque l'Autriche a été déboutée, mais on voit bien que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être simple à partir du moment où certains États sont farouchement opposés au financement du nucléaire. Alors, on évoque souvent l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Enfin, là l'exemple que j'ai donné, c'est l'Autriche. Et pour financer le nucléaire correctement, il faut des subventions d'État. Alors, le modèle présenté par Ilias, à l'époque où on a construit le parc nucléaire, EDF, l'État, c'était pas... EDF, c'était une structure publique, très peu endettée. Donc, on leur a dit, bah, voilà, vous vous endettez pour construire le parc nucléaire, mais il y avait aussi un tarif garanti, puisqu'il y avait le tarif réglementé en monopole, donc qui assurait à EDF de pouvoir couvrir ses coûts, et donc, et surtout le remboursement de sa dette. Bon, ça a changé 40 ans plus tard, hein, mais c'est ce qui montre qu'il y avait quand même des conditions extrêmement favorables d'un point de vue financier à l'époque où on a lancé le parc nucléaire. Et aujourd'hui, on a ces discussions parce qu'on souhaite reproduire ce modèle pour avoir un nucléaire le moins cher possible pour le gain de la collectivité, mais c'est moins simple parce que le contexte est extrêmement différent, la situation d'EDF n'est pas la même, le marché, c'est pas la même chose. Et pour dire un gros mot dans cette conférence, quand on a parlé du projet Hercule à l'époque, donc de séparer la production de la commercialisation et de faire une entité de production avec RTE 100% public, on voit bien les difficultés que ça posait d'un point de vue d'organisation, d'un point de vue cohérence du groupe intégré, d'un point de vue discussion syndicale avec l'Europe. Donc certes, la construction d'EPR ne faisait pas partie de la négociation d'Hercule à l'époque, mais soyons cohérents. L'idée de faire Hercule, c'est bien d'avoir un pôle public quelque part où on aurait pu financer du parc nucléaire et réguler le nucléaire existant. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un premier but qui a été marqué par l'équipe nucléaire, au sens où, normalement, le nucléaire devrait intégrer la taxonomie. Seulement, ça ne va pas être suffisant, puisque la taxonomie, il faut rappeler ce que c'est un label. Donc, c'est un label pour les investisseurs. Il n'y a aucune obligation de se financer sous taxonomie. Le premium qu'on peut avoir en ayant un label vert n'est pas forcément consensus chez les économistes sur ce que ça apporte. En revanche, ça va pouvoir engendrer un deuxième round de négociations pour demander à ce que la Commission aligne son régime d'aide d'État sur la taxonomie. Puisqu'aujourd'hui, le régime d'aide d'État au nucléaire, c'est le régime d'exception. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais ça veut dire qu'il faut à chaque fois déposer un dossier. Ça peut être très long, ça peut être très lourd. Bon, alors en France, on a l'habitude d'aller négocier, puis on a quand même des grandes équipes qui sont faites pour ça. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Pour financer le renouvelable, c'est le régime d'aide standard. Donc en gros, quand vous financez un grand parc offshore ou un parc solaire, vous n'avez pas besoin de repasser devant la commission. Vous utilisez un régime d'aide standard avec un CFD classique. Pour le nucléaire, il faut valider la structure. Moi, ça me semblerait intéressant que la France demande à intégrer le nucléaire dans le régime d'aide d'État standard de la Commission, parce que ça faciliterait beaucoup de démarches pour d'autres pays qui veulent se doter de nucléaire. Alors certes, comme on l'a vu, chaque modèle de financement peut être différent, mais il serait intéressant que la France exhibe un modèle de financement du nucléaire qui pourrait être standardisé, auquel d'autres pays pourraient faire appel, parce qu'il n'y a pas que la France qui veut relancer le nucléaire. Hein. Bon, alors vous savez ça mieux que moi, mais on va en citer quelques-uns, mais les Pays-Bas, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, pardon, la Slovaquie, voilà, il y a plusieurs pays comme ça qui veulent relancer le nucléaire et qui pourraient profiter d'une standardisation du régime d'aide d'État au nucléaire. Voilà pour ce que j'avais à dire, ce que ça m'inspire. Il ne faut pas penser que c'est le sujet d'ordre 2, vraiment, enfin... parce que la SFEN qui se présente comme une société savante, vous avez surtout des ingénieurs et des scientifiques dans vos équipes. Ce qui est très... Moi, je suis ingénieur, hein, donc j'ai énormément de respect pour ça. Mais il ne faut pas négliger le poids de la politique et du régulatoire et du fonctionnement des marchés. Que ce soit pour financer le nucléaire ou autre chose. Ça ne va pas être juste, bon, ben voilà, on a qu'à dire qu'on va le faire parce qu'on l'a fait dans les années 70 et on va le faire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vu toutes les discussions qui impliquaient Hercule.
pour réguler le nucléaire, pour se doter d'une structure publique. Il y a des sujets collatéraux avec ça. Forcément, quand la France va négocier son régime d'aide d'État au nucléaire, ça va impliquer d'autres discussions sur la situation dominante d'EDF dans la commercialisation et les concessions hydrauliques. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Je vais être d'accord. Mais voilà, mais ça fait partie des négociations. Là, on est sur un chantier politique, régulatoire. Donc forcément, dans les négociations, on est obligé de mettre d'autres choses. La Commission reviendra sur d'autres sujets. Ça fait plusieurs fois qu'elle met en demeure la France pour son marché assez concentré et ses concessions qu'elle n'a toujours pas ouvertes. Donc forcément, quand on va arriver avec un dossier en disant voilà comment on veut financer notre nucléaire, ça va engendrer d'autres discussions. Et certes, pour des ingénieurs comme beaucoup d'entre nous peuvent l'être, ça peut paraître abscon. Ça l'est vraiment pas. Et c'est vraiment le sujet de premier ordre. D'où le fait qu'il faut s'approprier le sujet, éviter de raconter des contre-vérités, éviter de penser qu'il y a des solutions simples. Ce que je dis beaucoup aux journalistes, c'est les solutions, elles sont politiques. Mais politique, ça peut être un beau mot. Enfin, on peut politiquement décider qu'il y a urgence climatique et que donc on va simplifier tout un tas de procédures, que ce soit pour le renouvelable et le nucléaire. On l'a déjà fait pour le renouvelable, on pourra le faire pour le nucléaire. Ça a été évoqué pendant votre webinaire sur les étapes qui nous séparent du premier. Absolument. Voilà, on peut faire des choses, ça implique des décisions politiques stables dans le temps, comme l'a dit Valérie, et surtout voilà, une vision d'État pour atteindre à long terme la neutralité carbone, ce qui ne va pas être une mince affaire. Il y a la deuxième version des scénarios de RTE qui sort aujourd'hui, qui ne va pas changer la face du monde par rapport à ce qui a été publié en octobre, mais j'invite tout le monde à lire la synthèse de ce rapport et surtout les conclusions. On a énormément de travail devant nous, énormément de choix politiques à faire, et évidemment, le choix du financement du nucléaire et la structure qu'on pourra mettre derrière, ça fait partie de la politique, c'est important et on n'y coupera pas. Alors, merci Nicolas, merci beaucoup. Merci pour cette analyse. Alors, effectivement, vous avez raison, l'ingénierie, il faut l'écarter. Il y a peut-être une notion d'ingénierie financière à mettre en place aussi, du coup, pour trouver la bonne solution. Alors, ce qui est très flatteur à écouter dans votre discours, Nicolas, c'est que la France soit un modèle de financement pour toute l'Europe. On aime bien que la France soit modèle dans plein de choses, y compris dans ça. Michel Berthélémy, vous êtes expert énergie à l'Agence pour l'énergie nucléaire à l'OCDE. Est-ce que vous voulez un peu commenter cette vision qu'a Nicolas de l'étude dont vous avez été un des auteurs essentiels? Merci Ludovic, et merci à la SFEN et merci à Nicolas pour son intervention. Rappelez qu'à la SFEN, il n'y a pas que des ingénieurs, il y a aussi des économistes dans la section technique que je préside. Et puis il y a aussi une section technique qui s'occupe du nucléaire dans la société plus globalement. J'interviens aujourd'hui avec ma casquette au CDE. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Il n'y reste plus que 8 minutes et on veut bien sûr garder du temps pour les questions. Donc peut-être en synthèse, ce qu'il faut retenir sur le financement, c'est bien sûr c'est un sujet d'ordre 1. Mais il ne faudrait pas en tirer la conclusion qu'il s'agit de tordre les bras aux financiers ou à l'État pour avoir des conditions pas chères et que ça permettra de résoudre les problèmes du nucléaire. Il faut vraiment voir le financement comme une étape cruciale pour réfléchir à la structuration du projet, à l'allocation des risques et, in fine, à l'alignement des intérêts entre les acteurs. Et donc, c'est vraiment un équilibre subtil qu'il faut trouver entre ces différentes composantes. Il ne faut pas aller dans un scénario où on chercherait forcément à faire tous les risques à l'industriel en disant que c'est lui qui est le mieux à même de les porter, de les mitiger, parce qu'au final, on voit que ça peut avoir des impacts contre-productifs pour les intérêts des consommateurs. Donc voilà, faut bien comprendre que ce n'est pas juste des sujets d'ingénierie financière, mais que derrière, c'est toute l'architecture, la stratégie qu'il peut y avoir sur un projet, sur un programme nucléaire qu'il faut penser. Et bien sûr, dans cette question de profil de risque, peut-être un point qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est que, et sur lequel je veux mettre l'accent, c'est bien sûr, il y a un profil de risque sur la construction du nucléaire. C'est une différence entre
projets nucléaires et des projets renouvelables. Il y a un risque sur la construction qui n'a pas la même incidence sur le projet. Cela étant dit, ce profil de risque, bien sûr, il n'est pas statique dans le temps. On voit bien qu'aujourd'hui, le programme EPR2 dans le cas français, le profil de risque n'est pas le même par rapport à Flamanville qui était une tête de série. Et de la même façon, on peut bien envisager que dans une logique de programme, le profil de risque du projet ne sera pas le même à la fin du programme, une fois qu'on aura maximisé l'effet de série et tout le retour d'expérience sur celle-ci. Et ça, une conclusion de cela, et ça permet aussi d'ouvrir encore plus le débat, ça suggère que le modèle de financement ne sera pas statique dans le temps, il y aura sans doute une évolution qui sera liée à l'évolution du programme et des réussites sur les premières tranches. Je m'arrête ici pour laisser peut-être quand même 5 minutes de temps aux questions. Et à nouveau, je remercie Nicolas pour son intervention et Ilias et Valérie pour la présentation. Merci beaucoup Michel pour cette réponse. Alors effectivement, on va prendre quelques questions. Alors, je vous rappelle, vous cliquez sur le S en haut à droite pour poser vos questions et votez pour celles qui vous paraissent le plus pertinentes. Celle qui a le plus de votes pour l'instant, elle concerne un sujet qu'a abordé Nicolas, qui est la taxonomie européenne, donc ce label vert pour essayer de flécher les investissements vers les énergies bas carbone, entre autres. Et donc la question, c'est quel est l'impact de la taxonomie européenne sur les capacités de financement du nucléaire? Du coup, la position d'énergie de transition peut-elle faire obstacle au programme EPR2? Alors, qui peut répondre à ça? Peut-être Valérie, Michel, Nicolas, Ilias? Je vais commencer. Enfin, nous, on est parti du principe que tous les fonds allaient devenir verts et que la taxonomie allait impacter quasiment toutes les politiques européennes. On parlait tout à l'heure du régime d'aide d'État. Donc, on pense que le régime d'aide d'État va être impacté par le fait que le nucléaire fait partie de la taxonomie européenne. Mais on parle évidemment du Green Deal, on parle de la possibilité pour les États de présenter des déficits budgétaires qui dépendraient de savoir si pour financer les projets qui seront dans la taxonomie ou pas. Donc, on ne sait pas encore aujourd'hui quel va être l'impact de la taxonomie, mais on anticipe que ça va être un impact fort sur l'ensemble des politiques européennes. Et le deuxième point que je voulais vous dire, c'est oui, en effet, nous, on a pris une position dans notre papier qu'on a publié pour dire qu'on était inquiet du fait qu'il n'y ait pas de stabilité garantie sur les conditions. Donc, on a été un peu rassurés, parce qu'on a entendu dire que ce serait l'ENSREG qui définirait un peu les conditions. Donc, c'était important pour nous que les autorités de sûreté soient dans la boucle. Voilà. Mais c'est extrêmement important pour nous qu'on puisse avoir une stabilité du référentiel de sûreté sur les 6 unités qui vont être lancées. Voilà. Merci Valérie. Nicolas, vous avez la main. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'aujourd'hui, les projets qui bénéficient d'un label vert en Europe, c'est peut-être 3 ou 4% des projets financés. Alors à terme, ce sera peut-être 100%, hein, il faut le souhaiter, mais pour l'instant, c'est juste un label. Et il n'est pas sûr que ça donne vraiment des financements privilégiés, étant donné que c'est tout petit dans la balance. Après, comme l'a dit Valérie, ça dépendra de tout ce qui sera fait de cette taxonomie. Donc, et moi, je pense que le régime d'aide d'État, je pense comme Valérie que le régime d'aide d'État va être touché par la taxonomie, puisque ce serait logique d'aligner le régime d'aide d'État sur ce qui a été voté au Parlement. Après, comment est-ce que ce sera consolidé dans la dette des États ou autre, ça reste prospectif. En tout cas, le fait que le nucléaire a été inclus dans cette taxonomie, ça ouvre des portes, mais ce n'est pas suffisant, ça dépend de ce qu'on fait de cette taxonomie. Et enfin, pour le côté transitoire du nucléaire, j'avais dit sur France Info que c'est un petit peu bizarre quand même de qualifier le nucléaire de transitoire, puisque déjà, si on regarde les dates, il faut pouvoir poser un dossier avant 2045. Donc voilà, donc on a 25 ans pour poser les dossiers. Puis ça, c'est les dates pour poser les dossiers. Après, si on construit un réacteur nucléaire, ça peut prendre 8 à 10 ans. Puis derrière, il y a 60 ans de fonctionnement. Bon, ou plus. Ou plus, transitoire jusqu'où. Donc voilà, on voit bien que cette qualification transitoire, elle est un peu baroque. Elle fait surtout l'objet d'un compromis politique, mais il ne faut pas négliger la politique dans la politique énergétique, toujours. Bon, après, c'est jusqu'à 2045, donc je pense qu'on aura le temps de revoir d'ici là, mais
c'est ce qui fait aussi pour moi que le parc nucléaire, enfin, les nouveaux chantiers d'EPR portent une lourde responsabilité et ont le devoir de réussir, et de réussir brillamment pour montrer que l'industrie nucléaire est capable de délivrer dans les temps et que le nucléaire peut contribuer au changement climatique, puisque au-delà du financement, il y a la question des temps de construction. Ce serait bien que les premiers EPR arrivent effectivement en 2035, 2037, soit les dates raisonnables que EDF a données. Selon moi, si ça arrive beaucoup plus tard, ça pourra vraiment être un problème. Parce que déjà, ça va nous embêter pour l'atteinte de la neutralité carbone, hein, ce qui est vraiment un objectif essentiel selon moi. Je vais vous couper, Nicolas, pour les questions suivantes. Voilà. Mais... Et après, voilà, il faut que le nucléaire puisse contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique pour que cela qui soit déployé dans les temps. Voilà. Bien sûr. Juste pour information, l'avis qu'évoquait Valérie sur la taxonomie de la SFEN, enfin l'avis de la SFEN sur la taxonomie est consultable sur la rubrique Nos travaux, effectivement. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un document assez intéressant. Alors la question suivante, c'est alors intéressante. L'évocation d'une nationalisation d'EDF, certains osent le faire pendant la campagne présidentielle, l'évocation de la nationalisation d'EDF est-il un facteur de facilitation du financement dans de bonnes conditions? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Moi, Valérie. je peux répondre. C'est évidemment un sujet qui n'est pas forcément pour la SFEN, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet politique. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que il faudra trouver des solutions qui puissent être mises en œuvre rapidement. Parce que, on a vu que le débat public était sur le chemin critique, mais la question du financement peut être rapidement sur le chemin critique du projet. Et il ne s'agirait pas de prendre du retard dans le démarrage du projet à cause de la complexité du montage financier. Voilà. Donc, on ne l'a pas mis dans l'avis, mais on aurait pu le mettre, puisque c'est un truc qu'on avait discuté, mais c'est important d'avoir un schéma qui puisse en tout cas être mis en œuvre rapidement, voilà, quitte à ce qu'il évolue après, hein, mais il faut pouvoir commencer en tout cas. Pas prendre de retard. Voilà. Ça fait que qu'on attend impatiemment des déclarations du gouvernement pour savoir comment ça va se passer. Absolument. Ouais. Et nationaliser ne suffira pas. Quelle régulation on met derrière? Il nationalise, selon moi, ça ne suffit pas. Ce que vous disiez, il n'y a pas de solution simple et évidente, effectivement. Question suivante, alors c'est peut-être pour Ilias. Est-il possible de faire la même stratégie de financement que la République tchèque? Quelle est la capacité de l'État français à prêter? Ok, alors du coup pour rappel, juste la République tchèque, donc son projet de réacteur a été financé par 70% par un prêt étatique. Et donc la question de savoir si est-ce que c'est retranscriptible en France. Alors, je pense que honnêtement, je ne saurais pas répondre parce que je pense que cette question est plutôt d'ordre politique que d'ordre opérationnel. Peut-être si d'autres intervenants veulent prendre la parole. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment qu'avec l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie, ce genre de discussion sera beaucoup plus apaisé et les modalités beaucoup plus faciles à enfin, les consens. Pardon, vas-y Nicolas. Non, mais un prêt d'État, c'est une aide d'État. Hein. Donc, oui. l'État a pas de problème. L'État français n'a pas de problème à emprunter sur les marchés. Après, il peut financer ce qu'il veut dans le respect des règles de concurrence et d'aide d'État. Mais si l'État emprunte pour donner EDF pour construire, ça sera considéré comme une aide d'État. Donc, ça nécessite une régulation derrière. Là encore, pourquoi pas, hein, c'est très possible. Je pense que c'est ce qui va se finir par se passer, mais quelle régulation derrière, quelle séparation des activités pour empêcher des financements croisés? Bon, c'est la question, mais sur le papier, il n'y a rien d'impossible. Hein. Et vous, Michel, pardon Valérie, vas-y. Oui, je voulais dire qu'on n'a pas d'avis de la Commission européenne sur le modèle tchèque, alors qu'on a un avis de la Commission européenne sur le modèle hongrois, qui, je vous rappelle, en fait, c'est une dotation en capital sur la partie hongroise. Et ce qu'on voit, c'est que la Commission européenne a demandé à la Hongrie donc, un certain nombre de conditions qui tiennent lieu à la structure financière, c'est-à-dire que la nouvelle entité porteuse du projet est séparée de l'entité qui opère les autres réacteurs. Et l'autre point aussi, c'est des conditions de commercialisation, la quantité qui est vendue dans telles conditions, etc., etc. Donc on voit bien que ce qui les gêne, en fait, à mon avis, et qui peut les gêner dans la position d'EDF, et ça c'est un truc qui revient souvent, c'est le fait que EDF peut être considéré en situation de position dominante. Et je pense que c'est ça qui va être l'objet de la négociation. Michel, vous avez quelle vision de cette question? C'est pour ça que c'est pertinent que l'État investisse à haut niveau directement dans ces chantiers.
Comme Elias l'a montré, il y a plusieurs façons pour l'État d'investir dans des projets clairs. Il y a des investissements directs en dette, en capital. Donc, il n'y a pas de modèle unique. Je pense que le cas tchèque, comme est en partie drivé par les spécificités du contexte dans ce pays-là. Donc on voit bien qu'il est attractif, mais en fait on voit aussi que le modèle bancal est attractif, on voit aussi que le RAB est attractif au Royaume-Uni, et comme Elias a montré, il y a vraiment des problématiques différentes dans ces pays, des contextes qu'il s'agit de bien cerner. Donc il n'y aura jamais de solution magique au financement. Par contre, il y aura des grands principes, comme on l'a dit, qui reviendront, et on voit que d'une façon ou d'une autre, un rôle de l'État fait partie de la solution pour trouver des moyens de financement efficaces. Ok. On va prendre une dernière question parce qu'il est déjà 14 h, mais on va revenir au tout début de la conférence. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que vous voulez dire par intégrer verticalement? En quoi cet aspect a changé et qu'est-ce qu'il a apporté? Effectivement, au début de la présentation d'Ilias, on entendait parler de modèle intégré verticalement d'EDF à l'époque du parc historique. Donc, ça veut dire quoi et qu'est-ce qui a changé depuis? Sur l'intégration verticale, je peux peut-être répondre. Donc en fait, ça consiste en le fait que l'entreprise, donc en l'occurrence EDF, intègre dans ses activités toute la chaîne de valeur afférente à la production, au transport, aux distributions et à la commercialisation d'électricité. Et donc, du coup, ce que ça permet, c'est d'avoir, disons, sur le plan opérationnel, un développement, je dirais, harmonieux. Typiquement, je vais mettre en œuvre telle capacité dans telle région. Ça va supposer de mettre en œuvre, par ailleurs, des lignes de transport et puis une ligne de distribution, etc. Donc, je pense que la communication, et même sur le plan opérationnel, je le disais, est beaucoup plus fluide. Donc, voilà. Pour ce qui est de la deuxième partie, c'était quoi déjà? Pardon. Qu'est-ce qui a changé depuis et comment ça aurait pu influencer du coup les conditions de financement? Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce que Valérie, tu peux répondre là-dessus peut-être? Ouais, Oui, c'est la libéralisation du marché en fait. Le fait que RTE et Enedis maintenant, même s'ils sont des filiales 100%, en fait, elles distribuent à différents producteurs, évidemment. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce schéma. Ce qui était vraiment intéressant de voir quand on a étudié les années 70, c'est que c'était vraiment un modèle cost-plus, comme ils ont un peu aux États-Unis actuellement sur les marchés réguliers. C'est-à-dire que l'État, normalement, officiellement, EDF était libre de fixer ses tarifs, mais l'État demandait quand même que ça reste raisonnable. Mais globalement, c'était un modèle cost-plus, quoi. Combien ça me coûte, combien j'ai de coûts, et puis je fixe le tarif pour couvrir mes coûts, quoi, ce qui est assez différent de ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. On espère vite avoir des nouvelles du gouvernement pour savoir, pour éclairer les conditions de financement du futur nucléaire. On va arrêter là pour aujourd'hui. Merci Nicolas, merci Valérie, merci Ilias, merci Michel qui a eu une déconnexion. Et on espère vous retrouver bientôt. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.